la régie est en route. La régie est en route, ils ont bien cliqué sur le bouton recording. Mm. Let's go. Donc, on en parlait en off, c'est bientôt la période des examens. Ouais. Toi, tu as deux pré, Moi, pré-adultes? deux adultes. Deux Non, adultes, non, hein 18 et 20. Donc, 18 et presque 20, on va dire. Mais non, non, deux super adultes, un jeune homme et une jeune femme. Et ils vont commencer les deux leurs examens. Et c'est rigolo parce que je discutais hier soir avec ma fille. Puis je lui ai dit, mais là, il est 20 heures, on arrête de travailler. Elle a son dernier examen aujourd'hui. Et je lui dis, mais maintenant, c'est fini, là. Faut pas, ça sert à rien de travailler encore plus. Il faut se détendre et se reposer. Et puis, elle me dit, ouais, t'as raison. Et on a fait un snap qu'elle a envoyé à ses copines pour dire, bon, les copines, papa, il a dit qu'il fallait arrêter de travailler à 20 heures. Non, mais c'est vrai, en fait, le sommeil, c'est hyper important. On continue à faire du sport, pas stresser et simplement y aller. C'est comme ça dans la vie. De temps en temps, on a des échéances. Moi, je pense il est bien de toujours se préparer avec diligence et de manière aussi pro qu'on puisse le faire. Mais il y a un moment où il faut y aller. Et en fait, intérieurement, on n'est jamais prêt. On n'est pas prêt le jour où on se marie, on n'est pas prêt le jour où on a des enfants, on n'est pas prêt quand on passe son bac, on n'est pas prêt quand on passe une licence à l'université. Enfin bref, on n'est jamais prêt pour rien. On peut se préparer, mais on n'est jamais prêt. Et du coup, il faut y aller. Le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'y aller, même si on a peur. C'est beau ça. Ouais. Mais c'est ça le message pour les jeunes, pour le bac. Ça vient d'un polytechnicien. Bon, toi, tu étais à l'aise à l'école. Bon, arrête. Hein non, mais. Ah, tu as quand même fait le PFL. Ouais. D'ailleurs, on m'a renvoyé la photo de fin de classe à l'EPFL, mon Dieu. Document classifié. Non, mais c'est secret, c'est classifié. Tu veux pas nous le partager là, faire un petit partage d'écran? Je demande à la régie, elle va le faire. Allez. Ouais, ok. Allez. Je pense que ça peut être pas mal, je pense. Je sais pas si c'est pas mal. C'était en quelle année? En 98. Ah, bah ça va, c'est assez récent. Alors, attends. C'était la fin du néolithique. Hein. Attends, il est là. Je te l'envoie sur WhatsApp. Est-ce qu'après la régie, elle… Par email, parce qu'après… Par email. Par email, si tu peux. Comme ça, je l'ouvre direct. J'ai pas WhatsApp sur mon ordinateur. Sérieux? Non, c'est trop de distractions après. Je reçois trop de messages. Ok. Moi, j'ai besoin de focus. Quand je suis sur mon laptop, c'est pour le real work. Ok. C'est envoyé. Donc, oui, donc gros encouragement à tous les jeunes qui vont aller passer leur bac. Il ne faut pas vous inquiéter pour vous détendre complètement. Par exemple, moi, quand, je ne sais pas pour quelle raison, mais quand j'étais au collège, l'anglais, ce n'était pas vraiment ma passion. J'étais vraiment mauvais, un vrai cancre de l'anglais. Et ça ne m'a pas empêché quelques années plus tard de finalement apprendre cette langue quand même diablement utile et puis de la parler parfaitement maintenant. Donc, en fait, vous n'êtes pas foutu. Quand on a 18 ans, il ne peut rien vous arriver de grave. Vous êtes foutu de rien, quoi. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Vous pouvez toujours retaper. Mais bien sûr. Je pense que le problème, il est plus par rapport aux parents. Hein. C'est vrai que tu as des enfants ou des adultes qui se mettent beaucoup de pression pour les examens, mais ils ont peur surtout de prendre une PC. Je sais pas, alors. Tu crois? Non, quand même. Non, je pense que c'est plus une espèce de truc collectif en fait, on décrit pas c'est une espèce de rite de passage. En fait, c'est la première fois que tu dois aller affronter un dragon et tu le fais avec tous tes petits camarades. Tout le monde se monte le bourrichon en stressant. Mais il y a plein d'étapes comme ça, en fait, dans la vie où, en fait, on doit passer. Il y a une espèce de rite. Il y a un avant et un après. Ce qui est très rigolo quand on en fait des comme ça, c'est que ces rites de passage, une fois qu'on les a faits, ça retombe comme un soufflet. En fait, il ne se passe rien. On n'est pas différent le lendemain. Hein. Donc, la seule chose qui compte, c'est de trouver les ressources pour y aller. Mais alors, mon message, c'est pas qu'il faut pas se préparer. Hein, c'est pas ça. Mais si on fait le calcul, quelqu'un qui se présente au bac cette année, dans le canton de Vaud, c'est 3 années de gymnase.
je sais pas, fois, on va dire 10 mois. Voilà, ouais, alors c'est pas facile, hein. C'est très cruel. Je suis là, je suis en haut à gauche. Avec la chemise à carreaux? Non, 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 non. Sur la grande photo, je suis derrière le mec qui lève son poing. Attends, je te vois pas. Non, on ne me voit pas. En fait, sur la grande photo, on ne me voit pas. Est-ce que je peux prendre la souris? Je montre. Attends, comment je fais? Non, on ne peut pas. Tu vois le point, le mec qui a le poing levé là, au premier rang, bah, je suis juste Ouais. derrière. Ah, mais on te voit pas. Non, mais on me voit là, en haut à droite. Ah, mais Ouais, c'est toi ça? c'est Mais pas non. facile. Ouais, c'est pas facile. Bah, tu Ah vois, ouais. Daniel Toi, Guériguer, t'étais vraiment un geek, quoi. Ça se voit, finesse. mais j'en avais pas conscience parce qu'on était dans un bain, Ah, dans une espèce de soupe de geek. C'était next level, hein. ah oui, bah là, t'es entouré entouré de premier de la classe, là. Ouais. Ouais. Bah, par exemple, Oula. le gars là à droite avec le pull Michel Demière, un mec extraordinaire, tellement fort, un type brillantissime, mais tous les, bah, il n'y avait pas de filles, hein, ça c'est voilà. Mais Ah ouais, c'est vrai. Pas de fille. tous les gars qui sont là, ils étaient bons, hein. Ah, puis Lionel, le gars avec la salopette, là, on dirait Screech dans Sauvé par le Gong. ah mais c'était l'ambiance, hein. Je sais pas si t'as C'était cette l'ambiance Big série à Bang l'époque. Theory, mais tout est normal. Non, mais c'est bien. Ouais. Je te remercie. C'est incroyable. Alors vraiment, je t'aurais jamais reconnu, là. Mais moi non plus. Ah ouais, ok. Merci du partage. Merci d'accepter de te mettre en danger. Ouais. On peut dire. Non, mais c'est pour donner espoir aux jeunes. On est dans cet esprit Ouais, aujourd'hui. c'est vrai. Rien n'est foutu. Si vous avez un look un peu compromis, eh ben, à 20 ans, là, tout va bien. Vous pouvez tout changer, tout réinventer. Ouais, et puis au moins, tu te concentres que sur les études, quoi. Là, on voit que tu n'étais pas dans le relooking déjà. Bon, on est quand même allé au MAD pratiquement tous les jeudis soirs, hein. Ok, en boîte de nuit, tous les jeudis soirs. Ouais, Et le lendemain, vous alliez en cours. ben, pas toujours. Et en fait, je me sentais très mal par rapport à ça. On avait je me rappelle d'une année où on avait tous les vendredis matins un cours de sciences des matériaux et j'y allais jamais. Je ne savais même pas la tête qu'avait le prof. C'est horrible. Je devrais pas dire ça. Mais je me sentais super mal, en fait, tu vois, de ne pas avoir pris part. Mais heureusement, et c'est un peu ce qui m'a sauvé, c'est que le cours de sciences des matériaux, en tout cas celui-là, comme il était donné, il y avait beaucoup à lire. Et tu ne profitais pas forcément énormément d'écouter le prof parler. Et du coup, j'ai super bien bossé le domaine. Ok. Tu vois, par shame, quoi. Je me disais, oh là là, ça va pas, c'est pas sérieux. T'avais comment dire, tu te sentais coupable. Oui, alors, terrible, Non, terrible. coupable, ouais. Ouais, Ouais, c'est ce petit truc, ce petit feu intérieur qui te fait quand même bosser. ouais. Ouais. C'est un peu la peur de mourir, hein. En parlant de peur de mourir, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, spécial Airbus. Donc, il y a eu l'audition du PDG, Ouais. Laurent Faury, devant le Sénat. Encore une fois, une masterclass. On se dit que les grosses boîtes en France, franchement, ils ont des top PDG. Franchement, c'est incroyable. Vu de l'extérieur ou quand tu t'y intéresses pas, tu te dis que c'est des boîtes qui sont pas forcément bien gérées. Mais après, moi, c'est mon avis personnel, hein. Mais après, en creusant sur Renault, Michelin, la Airbus, tu vois que les mecs, c'est des cracks, quoi. Ben, non, mais le gars, il est hyper impressionnant. Il s'exprime avec une facilité qui est déconcertante. Il utilise des mots simples. Il est straight to the point. Il est vraiment fort. Et moi, je suis très impressionné en fait par ces chefs d'entreprise des grandes entreprises françaises ou européennes. Ce sont vraiment des gens brillants. Alors maintenant, comment ils sont au quotidien, on ne peut pas le savoir tant que tu n'as pas travaillé avec les gens. Tu peux pas savoir, mais la petite expérience que j'en ai, en fait, ces grands patrons d'industrie, ce sont des gens mais, absolument remarquables la plupart du temps. Et là, je trouve qu'il en fait la démonstration. Alors peut-être on fait juste une petite contextualisation sur Airbus,
parce que je sais pas, peut-être les auditeurs, comme ça, ils peuvent raccrocher les wagons. Donc, en fait, il y a deux. Donc, Airbus, il fabrique principalement des avions. Il y a 20% de leur chiffre d'affaires qui vient du secteur militaire défense. Mais en gros, ils font des avions. Vous êtes probablement déjà monté dans un Airbus si vous avez pris l'avion, et des hélicoptères. Et le gros du chiffre d'affaires sont les avions commerciaux, donc les Airbus A320, A350, A380, le plus grand avion du monde. Et ils ont un concurrent. Donc, c'est un duopole, hein, si tu veux. D'un côté, on a Airbus qui est européen, qui fait de super avions, et on a Boeing, qui est une société plus ancienne, qui fait aussi des super avions, qui est américaine. Qui faisait des super avions. Il fait toujours, mais ils ont toute une série de problèmes, en fait. D'ailleurs, c'est rigolo, dans l'entretien, il dit, et je pense que c'est vrai, que suite au tarif de Trump, probablement que Boeing va encore plus souffrir, parce qu'ils ont un gros problème de financiers, ils ont des dettes affreuses, ils ont un problème de qualité, hein, on en a déjà parlé, ils ont des portes qui sont pas boulonnées. Et puis, quand tu mets un comptable à la tête d'une boîte comme ça. Ouais, mais je dirais de manière plus large, c'est ce qui arrive en fait quand tu formes plus assez d'ingénieurs, et puis qu'en fait les États-Unis se sont dirigés vers la finance, la loi, les avocats, etc., etc. En fait, tu te détaches du réel. D'accord, tu es moins dans « Ah, mais il ne faut pas oublier de mettre un boulon ». Ça a l'air tout bête, mais finalement, ça pose quand même un problème. Et je pense que là, Airbus, il faut quand même tirer notre chapeau, parce qu'ils sont quand même leaders aujourd'hui sur le marché, hein, et de loin. Ouais. Ils dominent vraiment, il le dit pendant l'entretien, là, le patron d'Airbus. Ils ont plus de demandes qu'ils n'arrivent à produire d'avions, donc ils sont en sous-capacité. Ils ont un carnet de commandes qui est absolument plein, donc c'est une réussite qui est absolument fantastique. Moi, je ne connais pas les détails de l'interne et tout, puis je suis certain qu'il y aurait plein de gens qui auraient beaucoup à dire sur le fait que ceci et cela, ça pourrait être mieux. J'entends, mais n'empêche, Airbus, c'est quand même le leader mondial dans l'aviation commerciale, c'est quand même pas rien. Il faut quand même reconnaître qu'il n'y en a pas de meilleur, en tout cas aujourd'hui. Dans l'entretien, en fait, il évoque aussi le compétiteur chinois qui est en train d'émerger. Hein. Évidemment qu'il n'y a aucune raison que la Chine n'arrive pas à faire des avions, ils font des voitures, etc. Donc, ils vont y arriver. Il précise quand même qu'en fait, le constructeur d'avions chinois commerciaux, il utilise beaucoup de pièces importantes européennes, comme les moteurs ou des systèmes digitaux pour piloter l'avion. Bon, il y a un jour où ils arriveront à rattraper ça, mais on a quand même un avantage là-dedans. Donc non, c'est un entretien qui est vraiment magnifique. Ouais, et je rectifie, j'ai dit Laurent Ferry, mais c'est Guillaume Ferry. Autant pour moi. Peut-être c'est son deuxième prénom. Hein. Peut-être. Durant son interview, donc qu'on mettra dans les commentaires, donc vous pouvez aller la regarder, franchement, ça vaut la peine. Il y a eu pas mal de citations et de punchlines que j'ai trouvé intéressant, et notamment il s'en prend quand même de manière assez virulente aux régulations européennes, françaises, et on en parlera aussi sur tout ce qui est décarbonation, et qu'au final il a l'impression que c'est Airbus est le bouc émissaire, et puis aussi la vache à lait. Et je voulais avoir ton avis, surtout par rapport à l'aspect climat, parce que c'est vrai qu'on leur tire souvent dessus. Au final, est-ce qu'on est prêt à se passer d'une industrie, d'une grosse boîte comme Airbus, si on veut tout décarboner, ou si on doit arrêter de prendre de l'avion, comme il y a des restrictions qui vont mettre en place? Moi, je pense que la vraie articulation, elle n'est pas autour de niveau de carbone, décarboné, pas décarboné. En fait, il y a, comme disait Bakri, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant moi, j'ai vraiment l'envie d'aller flinguer la planète. Ouais, absolument. Ou alors, peut-être il y en a 2-3, mais s'ils font partie de nos auditeurs, il faut qu'ils signalent et qu'ils fassent un commentaire. Mais il n'y a personne qui se dit mais moi, mon but dans la vie, c'est vraiment d'accélérer le réchauffement climatique. C'est simplement faux. Les gens font comme ils peuvent. Donc, et puis après, c'est toute une affaire de compromis, et il faut en fait sortir du sentiment religieux ou sectaire, et puis avancer dans le réel. Alors,
plusieurs commentaires. Le premier, c'est que une des choses qu'il dit en fait dans cet entretien qui me semble être fondamentale, et c'est ce que disait aussi le patron de Michelin un peu en creux, c'est que ils font face en fait à deux difficultés, ces géants européens qui sont extrêmement ou français qui sont extrêmement performants. Une, c'est évidemment le coût du modèle social européen / français qui voilà, mais voilà, on pourrait éventuellement réfléchir à avoir des barrières douanières qui compensent ça. Mais ce qu'il dit et qui est très intéressant, c'est qu'il dit que au moins à part égale, si ce n'est plus, ce qui les enquiquine, c'est l'aspect régulation. D'accord? Parce que non seulement cette régulation, et il ne parle pas en fait forcément de la régulation, enfin de l'écologie ou du carbone, etc. Ce dont il parle, c'est du manque de visibilité, le fait que l'Europe, en fait, elle produit des textes de loi qui n'ont ni queue ni tête, et puis elle change la vie comme de chemise, et qu'elle fait des règles qui sont un peu bêtes. Typiquement, il y a un exemple, c'est un extrait qui dure 15 secondes dans la vidéo, mais qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, il explique, évidemment, Airbus, comme tout le monde imagine, il s'intéresse au sujet de l'intelligence artificielle, et il dit qu'en fait, les développements et la recherche, elle se fait simplement pas en Europe, parce que le cadre régulatoire, il est simplement complètement zinzin. Et il faut faire attention, ça c'est un signal faible qui est très important. Airbus, ils ont pris une amende de 3 milliards et ils s'en sont remis. Ils sont solides. Hein. C'est pas une petite PME fragile et tremblante. Il s'agit d'un géant industriel et même Airbus, ils n'osent pas faire de l'intelligence artificielle en Europe. Et qu'est-ce que c'est ça ce qu'il nous... a dit. Ouais. Lisez l'IA Act et tout, puis quand ils veulent développer quelque chose, ils doivent passer par le legal compliance et au final, on leur dit, bah, faites ça hors de l'Europe. Exactement. Et en fait, c'est extrêmement important parce que toi ou moi qui avons une petite entreprise ou qu'une entreprise de 50 personnes disent, oh là là, c'est un peu chaud les AI Act, mais quand tu dis, ouais, bon, ben voilà, ils sont pas intéressants. Mais Airbus. C'est un géant financièrement, mais ils dominent, ils sont leaders mondiaux, ils ont une technologie ahurissante, ils sont forts. Je veux dire, on peut que être béat d'admiration pour ce qu'ils font. Ils sont extrêmement performants. Et eux, ils disent non, non, l'IA, pas en Europe. Ouais. Alors que c'est un géant européen. Donc là, il y a quand même un problème. Et je pense que ça, moi, je pense qu'en fait, l'histoire jugera très sévèrement cette. Je ne sais pas si c'est de la surrégulation ou de la régulation absurde ou complètement détachée du réel. Mais là, le législateur européen, il fait une erreur majeure parce qu'en fait, il stérilise l'écosystème. C'est comme du Roundup sur toute initiative dans le domaine de l'intelligence artificielle en Europe. C'est de la folie parce que c'est quand même une boîte qui fait 69 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 employés, et qu'en fait, tu te dis bah, en fait, ils mettent pas le nez là-dedans parce que c'est trop complexe. Donc, potentiellement, personne va le faire. Quoi. Pas trop complexe, trop dangereux. Trop dangereux. Donc tu es à 69 milliards d'euros, tu es comme ça, chancelant et tremblant. Il faut quand même. Alors, la start-up du bout de la rue qui a levé 10 millions, ce qui est déjà pas mal, eh ben, ils vont dire quoi? Ouais, bon, bah, les gars, là, c'est chaud, hein, il faut qu'on fasse autrement. Donc, c'est une incitation à quitter l'Europe, en gros. C'est indirect. Pas forcément, mais c'est une incitation à dire, en fait, les gars, en Europe, il faut qu'il ne se passe plus rien de nouveau. Ou vous prenez le risque de choper une immense fine, quoi. Oh, Younes, attends, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. Je crois que j'ai réservé la fausse salle. Ok. Donc, on continue, on change rien. Change rien. Change juste de salle. Oui, on est mobile, hein, on est frais, on est désolé. L'agilité. On est agile. On est tellement agile. Alors, voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. Pardon, j'ai réservé la 1 au lieu de la 10. Voilà. Ils sont stricts hein, chez toi là-bas. Bon, tu sais. En passant, l'endroit est top. Hein. Mais c'est d'une beauté, mais attends, on peut présenter les lieux, quoi. Regarde. Tu vois, tu as les sièges qui sont à la même couleur que les trucs anti-bruit au plafond. Ouais. C'est sympa. Mais là, tu es chez SICPA. Hein.
C'est un bâtiment qui appartient à SICPA. C'est l'entreprise qui fait les billets de banque pour tout le monde, en fait. L'encre pour les billets de banque. Et puis, ça, c'est un espace de bureau très sympa. Oh, t'es bien, toi, t'es dans les hautes sphères, toi, directement. Mais non. Il y a quelqu'un qui va essayer de te kidnapper. Moi, ça me fait un super bon sentiment. Hein, dis-moi. T'as vu les images de. Enfin, c'est pas drôle, mais t'as la fille, je crois, d'un CEO dans la crypto-monnaie qui a failli se faire kidnapper à Paris. Ah non, Et il y a pas quelqu'un qui a filmé et tout. Ils sont venus avec des armes et tout. Mais non. Ils ont essayé de l'enlever. Et au final, heureusement, il y a des riverains qui ont intervenu. Et ils ont empêché ça. Ils ont empêché ça. C'est un truc de dingue. Tant mieux. Et il faut quand même signaler à notre large public que nous deux, on est pauvres. Ça sert à rien de nous kidnapper. Hein, dit ? C'est vrai. En tout cas, moi, bon, Younes, il était banquier, mais. C'est vraiment l'enfoiré. On est sage. Attends, j'ai montré une photo de quand j'étais jeune étudiant. Hein. C'est quand même chaud, là. Ah, punaise. Non, c'est vrai, ne vous fatiguez pas. Hein. Ça sert à rien de. Voilà. Mais si notre situation évolue positivement, comptez sur nous pour ne pas vous le dire. On arrêtera les podcasts. Non, pas du tout. Non, c'est trop bien. C'est trop plaisant. C'est vrai. Non, mais toi, ça doit être bien gardé à part ça, Outer. Ah, mais t'as pas idée. Si tu rentres viens, quoi, il te faut un badge ou pas? Ah, mais bien sûr, tu dois montrer ta pièce d'identité. Il y a une loge. C'est absolument extraordinaire. Et je crois que le CEO de SICPA, c'est l'ancien chef des services de renseignement suisses. Donc, Ok. C'est vraiment des gens très sérieux, très agréables. Ils fabriquent des méthodes qui empêchent la contrefaçon des billets de banque. C'est d'ailleurs une super boîte parce qu'ils militent beaucoup pour faire en sorte que l'argent en espèces, enfin les billets de banque, les pièces, ça ne disparaisse pas. C'est ce qui est quand même assez cool parce que ça permet d'avoir tu sais, on parle toujours de la protection de la vie privée dans l'espace digital, mais en fait, les billets de banque, c'est une super manière d'être discret. Donc, je trouve assez. Mais c'est une super boîte, vraiment. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé, la monnaie numérique européenne. La Garde, elle a fait une annonce, je crois. J'ai vu. J'ai pas vu ça. Il y a 2-3 jours. Je pense qu'on fera un spécial. Mais ouais, en parenthèse, cette boîte, j'ai vu, SICPA, ils font à peu près 2 milliards. C'est pas mal, hein? Ça, je sais pas. Une boîte à prix. Ah ouais, mais c'est la classe mondiale. Hein. Ils sont super forts. Hein. Ils vendent, je dis certainement des âneries, mais principalement de l'encre en fait pour faire les billets de banque, puis des petites mosaïques ou des hologrammes pour faire en sorte qu'un billet soit. Si les billets ils n'utilisaient pas des technologies un peu pointues, tu pourrais les mettre dans une photocopieuse et puis tu vois, ça pose un problème. C'est vrai. Donc on revient à nos amis de Airbus. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'il a dit qu'on était dans un contexte de guerre économique multidimensionnelle. Et il a surtout parlé de la Chine et Comac. Et comme quoi, la grosse crainte d'Airbus, en fait, ou de l'aviation, c'est que il se fasse doubler par la Chine comme ça arrivait dans l'industrie de l'automobile. Et donc, lui, il valide ça, quoi. Il valide que l'industrie automobile s'est fait disrupter par la Chine. Ah oui, bon, ça, c'est. Bon, en fait, le fait que l'industrie automobile se soit fait disrupter par la Chine, tu peux ne pas le dire ou le dire, mais c'est un fait. Tu vois, donc, il n'y a pas trop d'interprétation à avoir. Maintenant, concernant l'aviation. C'est lourd à part ça, entre parenthèses. Hein, parce que je pense que tu as pas mal de gens encore qui bossent chez Michelin, Renault, enfin toutes ces boîtes,
qui se disent on peut se sauver. Mais en fait, si même lui, il te dit c'est mort, c'est mort. Non, mais c'est pas mort. Si tu regardes par exemple la Renault 5 électrique, elle est magnifique, hein. Ils ont d'ailleurs fait une version Renault 5 Turbo absolument somptueuse. Non, il y a du jus dans l'industrie française. Il faut pas du tout, c'est pas perdu. C'est simplement qu'il y a une évolution technologique majeure et il faut bosser en fait. Il faut se battre. Voilà. Ils ne font plus que 1,6% de fabrication des voitures, quoi. Ouais, Compte mais vente en Chine. ouais, d'accord. Mais si tu veux, si on regarde les choses historiquement, je me rappelle d'une époque où Apple ils étaient à moitié morts, c'est Microsoft qui les a sauvés. Hein. Ok, je me souviens pas de cet Ah épisode. bah oui, mais t'étais pas né. Non, non, mais Apple, ils ont failli mourir. Hein. Et ils étaient c'était un désastre financier absolument dingue. Peut-être on raconte juste Volontiers. pour les auditeurs. En fait, bah voilà, Steve Jobs avec Wozniak qui crée Apple. Wozniak, c'était l'ingénieur. Jobs, c'était le visionnaire business. Et puis bon, ils y vont, ils font le Mac. Et puis au bout d'un moment, Apple, les entreprises, elles ont souvent une crise comme ça. Elles disent, bon, bah, maintenant, il faut engager des professionnels. Ah oui, oui. Ouais. Professionnels. Et ils ont engagé, je ne sais plus, le gars, c'était le patron, je ne sais plus de quelle boîte, peut-être Coca, ou enfin, un manager professionnel. Puis le mec vire Steve Jobs. Voilà. Steve Jobs reste en dehors d'Apple, si je ne dis pas d'ânerie, je crois une dizaine d'années. Il a entre-temps fondé Next, qui était une boîte qui faisait des ordinateurs, ça n'a jamais très bien marché. Et il a créé Pixar, ceux qui font les dessins animés. Donc, ça montre aussi un peu le génie de Steve Jobs qui, nonobstant qu'il s'était fait virer de la boîte qu'il avait créée, il a créé Pixar en Développé. parallèle. Il y avait deux mecs qui l'avaient. Mais il leur a donné la Ouais, dimension actuelle qu'on connaît. il C'est vrai. les a, Next level, si quoi. tu veux, Il les a élevés. sublimés. Voilà, et, il a le mérite d'avoir vu l'opportunité, d'avoir compris pourquoi ce serait bien, d'avoir insufflé un esprit de créativité et de réussite. Enfin bref, c'est quand même pas rien, quoi. Et puis, du coup, là, Apple allait très, très mal et ils l'ont rappelé. Ils ont racheté Next comme une espèce de welcome bonus. Ah, tu as disparu. C'est pas grave. Aujourd'hui, la régie est capricieuse. Moi, j'étais pas dans la bonne salle, mais Younes va revenir, c'est certain. Donc, je poursuis l'histoire de Apple. Donc, Steve Jobs revient et à ce moment-là, ils avaient en fait des problèmes financiers pas permis. Et c'est Microsoft qui a été assez généreux pour faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir. Et puis, la réussite que les jeunes connaissent aujourd'hui d'Apple, croyez-moi, elle n'a pas été de tout temps. Alors après quelques années, il a d'abord fait les iMac colorés, Steve Jobs, et il a remis la boîte sur pied, puis après ils ont fait l'iPhone, et puis à partir de là, ça a été des succès de manière quasi ininterrompue. Donc il ne faut pas croire qu'en fait les entreprises sont éternelles ou qu'elles passent jamais par des moments difficiles. Donc passer par un moment difficile, c'est complètement OK. Ce qu'il faut, c'est se battre. Ouais. Et tu es de retour, c'est cool. Je remets mon micro. Je sais pas. Je crois qu'on essaie de nous saboter. Hein. Mais bien entendu, Younes, il y a du sabotage, c'est évident, au plus haut niveau. Donc oui, donc je pense qu'il ne faut pas du tout se désespérer. Ce qu'il faut, c'est regarder le réel et la réalité avec courage. Et puis prendre acte en fait des difficultés qu'on a dans une entreprise ou dans l'industrie. Et puis une fois qu'on a fait ça, mobiliser les gens, proposer une vision, proposer un chemin et puis y aller courageusement. Donc je pense pas du tout que Renault soit foutu. Simplement, ils sont pas dans un moment de liesse. C'est aussi simple que ça. Alors concernant Airbus, on est dans une situation très différente. Et je pense que là, le patron d'Airbus, il est malin parce que souvent, on constate, par exemple, les gens qui font la une de Times Magazine, quelques années après, ils finissent en prison. Donc, il y a une espèce de… Au moment où on te dit vous êtes trop fort, vous êtes très dominant, il y a une espèce de mauvaise chance qui s'installe. Hein. Et c'est le fondateur d'Intel, Andy Grove, il disait que seuls les paranoïaques survivent. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, Airbus n'est pas du tout dans un mode arrogant ou complaisant avec leurs résultats qui sont somptueux, mais au contraire, en fait, ils semblent être tout à fait mobilisés puis conscients en fait de la concurrence qui arrive de Chine. Maintenant, si on prend beaucoup de recul,
je veux dire, why on earth? Pourquoi la Chine ne serait pas capable de faire des avions tout à fait compétitifs et très intéressants? Il n'y a aucune raison. Donc, en fait, on va passer d'un duopole à, comment on dit, un tripôle, je ne sais pas. Mais on aura Boeing, Airbus et la société chinoise qui fait des avions. Il y a aucun problème. Les constructeurs de voitures, il n'y a pas que 2 constructeurs de voitures. Il y en a une pléthore. Donc, c'est complètement possible. Alors évidemment, l'aviation, c'est différent parce que il y a moins de volume, etc. Donc, on ne pourrait pas avoir 300 fabricants, mais je ne pense pas que de passer de 2 à 3, c'est la fin du monde. Enfin, la Chine s'éveille, c'est maintenant économiquement le plus grand pays du monde. Il faut arrêter de croire que des mecs qui plantent du riz, quoi. Je veux dire, ils sont super forts, ils font plein d'ingénieurs, ils ont envie de faire de jolis avions. C'est une très bonne nouvelle. Mais le patron d'Airbus, là, il est très conscient en fait du défi qui se pose à lui. Il aborde ça avec beaucoup de bon sens. Et encore une fois, émotionnellement, il n'est pas du tout. Là, il pourrait fanfaronner comme le roi du monde parce qu'en fait, il domine de la tête et des épaules. Donc, le risque dans ce cas-là, c'est de se prendre au sérieux ou de plus être suffisamment en éveil pour anticiper les risques futurs. Et ils ont quand même une vision long terme qui est assez magnifique. Donc, je ne suis pas inquiet pour Airbus. Je pense que le signal faible de l'IA, le fait qu'Airbus, qui a les reins tellement solides, ne s'intéresse pas à l'IA en Europe, ça, c'est un super mauvais signal pour l'Europe. Parce que l'économie de demain, elle repose quand même sur cette intelligence abondante. Et là, si les géants comme Airbus ne le font pas, j'ai envie de pleurer, quoi. Et puis tu as cet aspect aussi globalisation où justement, à cause de certaines restrictions, de certaines régulations, bah, ils doivent ouvrir des usines dans d'autres pays, en fait. Tu as aussi cet aspect qui est super flippant. Et je crois que justement, ces auditions, elles sont intéressantes d'avoir ces grands patrons et qui te disent justement, si les réglementations, elles continuent à être trop strictes, malheureusement, on est obligé d'aller ailleurs, quoi. Ah oui, C'est ça qui fait peur. Parce que mais Airbus, oui. ils vont pas mettre la clé sous la porte d'ici demain. Mais Ça, c'est c'est sûr que non. indéniable. C'est sûr que non. Mais c'est les emplois, en fait, qui sont menacés. Oui, et puis il ne faut pas négliger en fait l'importance de l'IA parce que ce n'est pas uniquement ChatGPT, c'est Bah un oui. ensemble de technologies et une manière de faire de la science maintenant avec Google DeepMind et de l'engineering avec différents systèmes qui fait qu'en fait le taux d'amélioration, il va être beaucoup plus rapide. Et que maintenant, il y a une espèce de rabattage des cartes, pas seulement parce que, par exemple, dans la voiture, parce qu'on passe des carburants fossiles à l'électrique, mais aussi parce que la manière de designer, elle change. Et typiquement, il y a une société qui fait des avions aussi commerciaux qui est plus petite, qui est au Brésil, qui s'appelle Embraer. Et ils ne sont pas mauvais du tout. Ils font aussi des avions pour les militaires, etc. En fait, eux, s'ils peuvent embrasser, c'est une expérience de pensée, mais s'ils peuvent embrasser ces technologies de design basées sur l'IA qui vont leur faire gagner beaucoup de temps, gagner en performance, etc., et que Airbus en est empêché parce que résident dans une zone géographique qui en a tellement peur et puis qui a décidé que c'était mal, on court un danger en fait à moyen long terme parce qu'en fait, on se prive. C'est comme si on avait inventé l'ordinateur ou le papier et puis qu'on disait non. Nous, en fait, on retient tout, on n'écrit rien sur un papier, on n'est pas comme ça. On n'est pas de cette team. C'est dommage. En fait, il faut avoir une approche qui soit raisonnable, raisonnée, mais il ne faut pas non plus mettre l'Europe dans la naphtaline. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'ennuie avec cette surréglementation un peu absurde, c'est qu'en fait, je pense qu'il s'agit bien moins de réguler et bien plus d'envoyer le message qu'on est vertueux. Ouh là là, il y a l'IA qui arrive, il faut qu'on soit vertueux. C'est presque… Moi, souvent, je me dis, mais c'est d'ordre religieux, en fait. Et comme en fait ces politiciens ils se jugent sur la production légale qu'ils engendrent, ils essayent de signaler leur vertu, mais en fait ça prétérite notre bien-être à long terme et les emplois. Donc leur job, c'est pas uniquement de se faire mousser et puis de montrer qu'ils sont malins, mais c'est de faire en sorte de trancher et de faire les bons compromis en fait pour qu'à court, moyen et long terme les choses fonctionnent. Et je pense que là, ils s'échappent un peu de leur responsabilité et que moi, je pense que l'histoire les jugera très sévèrement. Ils sont pas bons. Et en fait, il est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Je dis pas ça pour critiquer, mais en fait, maintenant, il faut on parle tout le temps d'Europe, mais il y a un moment où il faut se réveiller et puis prendre des mesures, des actions et faire les bonnes choses. Parce que là,
C'est un peu effrayant. Et il le dit, je cite, on est extrêmement courtisé par les États-Unis, l'Inde et la Chine pour installer des usines avec des conditions économiques et des compétences locales qui surpassent parfois la France. Mais oui. C'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. C'est la réalité. Et Mais c'est moi, un constat que les autres pays, que la Chine, que l'Inde, les États-Unis font, comme quoi, bah, mais oui, alors j'essaie de poursuivre la phase de Younes, comme quoi les États-Unis, que tout le monde comprend en fait la beauté d'Airbus. Et moi, je pense que le défi principal en Europe, c'est d'arriver à, à garder en fait un élan vers l'avenir qui soit pas qu'on ne se contente pas de s'emballer dans de la naphtaline pour ne plus rien faire et avoir trop peur de nous-mêmes pour inventer quoi que ce soit. Donc oui, on vit dans un espace globalisé, compétitif, et puis il faut pas sous-estimer notre capacité à briller, mais il faut pas non plus sous-estimer nos concurrents et néanmoins amis, et il faut se battre. Alors, il semblerait que la régie a des défis euh, assez importants aujourd'hui. Peut-être que en attendant que Younes revienne, euh, ah ben il est plus là. Mais c'est pas grave, il va revenir. Donc, en attendant que Younes revienne, peut-être juste un commentaire par rapport à ces nombreuses auditions auprès des politiciens français, de chefs d'entreprise. En fait, il y en a eu plusieurs. Il y avait le patron de Michelin, le patron de Renault, le patron d'EDF, et là maintenant le patron d'Airbus, qui est un géant européen, mais qui a quand même une très forte présence en France. Et une des choses qui m'a frappé durant tous ces entretiens, bon, déjà c'est très très bien qu'en fait les politiciens viennent prendre renseignement et qu'ils lient langue avec les chefs d'entreprise. Et ce que j'ai senti, c'est que dans chacun de ces entretiens, de manière un peu différente, on voit des politiciens qui sont qui flottent dans un univers un peu éthéré, qui semblent très détachés du réel, en fait, qui comprennent simplement pas ce qui se passe dans la vraie vie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils semblent être intéressés à mieux comprendre ce qui se passe en réalité. Et ce qui m'a un peu inquiété, et c'est un constat, c'est plutôt la validation d'une intuition, c'est qu'en fait, les élites politiques européennes semblent être en fait incroyablement détachées du réel. Et ça explique, je pense, un certain nombre de problèmes qu'on a au niveau collectif en Europe. Et on voit en fait que les gens les plus brillants, ils sont en fait maintenant souvent dans l'industrie. Mais Younes, tu es fluide et souple aujourd'hui. Tu es fluide. alors mon laptop, je sais pas pourquoi il m'a lâché. La semaine passée, c'était le smartphone et cette semaine, c'est le laptop. Non, mais on est, c'est rude, mais tu es fluide là. C'est bon, comme tu as repris ça. J'ai prolongé Ça mon va, ça passe? propos. Non, non, c'était très bien. C'est un peu animé au niveau Ouais. visuel. C'est bien. Moi, j'ai bien réservé la mauvaise salle, hein, tu vois. Les rires. Et comment, là, en termes de qualité d'image, ça va? C'est T'es le Google impeccable. Pixel Pro. Donc T'es ça va. impeccable. Ouais, 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 ouais. T'es Parfait. impeccable. J'ai relancé mon laptop, on verra s'il redémarre. C'est presque mieux, je trouve, en termes d'image. C'est vrai? Ouais, ouais, c'est bien. Ok. On Et va puis continuer d'ailleurs, comme ce ça, hein. Google Pixel Pro, tu en es content? T'as pris lequel d'ailleurs? Le Pro 9 Hmm. XL. Comme ça, il est un peu Oh, plus grand. wow. Et puis, non, on n'a pas blagué. Ah On ouais, blague pas. ouais. C'était là, on y est pour de vrai. Et puis en termes Bon. d'expérience venant de l'iPhone, tu vis ça comment? Ben, franchement, iPhone, c'était pas mal. Ouais. Mais bon, moi, avant, j'étais toujours sur Android, quoi, avec Samsung, Hmm. sauf pendant 2 ans. Et franchement, il est top. Franchement, il est top au niveau des fonctionnalités, de la rapidité, des... Enfin, puis comme tu vois, moi, j'ai tout sur Google Workspace. Ouais. Franchement, tout est intégré, quoi. L'IA, Gemini, le Circle, enfin, franchement, c'est une super bonne expérience. Il n'y a Ok. rien à dire. Ok. Bon, ben moi, Ça je vaut vais la faire peine. le même choix, quoi. Je fais ça. Je vais faire le grand saut. Là, ça va te faire bizarre, vu que ça fait longtemps que tu es sur Ben, pour iPhone. la petite histoire, je ne sais plus quel âge avait mon fils, peut-être, je ne sais pas, 10, 12 ans, je ne sais plus exactement. Puis je me suis dit, bon, ben, moi, je ne suis pas comme ça, je vais passer à Android.
J'avais pas trop pensé mon truc, hein. Et je m'achète un Samsung, je sais plus quel numéro c'était, quel modèle, mais bref, un super Samsung, celui qui avait l'écran qui était sur les bords, tu vois. Ah ouais, ouais. Enfin bref, je reçois ce truc, j'essaye de l'utiliser. Impossible, unmöglich. C'était juste pas faisable et puis je l'ai filé à mon fils. Sérieux? Ouais, je suis revenu à un iPhone, j'y suis simplement pas arrivé, mais c'était peut-être il y a 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, là, ce qui m'a plu dans le Pixel, c'est que, ils ont un Android un peu plus simple, c'est Google qui fait Android, donc je me suis dit, tu vois, ils vont être, ça va être plus. Moi, je ne suis pas un immense fan de ces configurations spéciales, tu vois. Je suis en fait un assez piètre utilisateur des smartphones. Et puis, il y a Gemini dessus. Et comme je suis aussi un utilisateur mordu de Google Workspace, je me suis dit, bah voilà, ça va peut-être fonctionner de manière plus fluide. Non, non, franchement, ça vaut la peine, tu verras bien. Puis après, en termes d'UX, hein, t'as pas forcément une grosse différence, hein. Ouais. Tous les téléphones se valent. Bon, bah écoute, je fais le saut, quoi. On y va. On fera un épisode là-dessus. Ouais. Donc, revenons-en à nos moutons. Oui. Je t'ai lâché avec la Chine, l'Inde et tout. Oui, alors, Euh, justement, le commentaire que je faisais, c'était que je trouvais remarquable que Airbus, même dans une position de leader incontesté, incontestable, soit aussi sharp en termes de menaces en fait, industrielles venant de la Chine. Mais passer de deux pôles d'excellence, Amérique, enfin États-Unis, Europe, à un troisième avec la Chine, c'est super. J'ai vu une émission hier qui était assez intéressante, qui parlait de l'âge en fait des pays et des civilisations. Et les deux plus anciennes, c'était la Chine et l'Inde. Donc juste, ça m'a fait marrer en fait comme chiffre. On le savait déjà, mais c'était sympa de se le voir rappeler. Les États-Unis, ça a 250 ans. La Chine, plus de 4000 ans et l'Inde, presque 5000 ans. Waouh. Tu vois? Donc, Ouais. c'est rigolo parce que ça veut dire, en fait, en creux, que finalement, en fait, peut-être que la domination moins flagrante des États-Unis sur le monde, nous, on a grandi dans ce monde-là, donc ça nous semble normal ou on y est pour le moins habitué. Mais en fait, on revient en fait à ce qui a été pendant de nombreux siècles. Donc, et puis l'autre chose, c'est que c'est un peu inutile d'essayer de lutter de manière, comment dire, pas trop intelligente contre l'Inde et la Chine parce qu'ils sont très, très nombreux. Ce sont deux pays où il y a plus d'1 milliard de gens. Dans la taille de l'économie, ben, il n'y a pas de miracle, hein. Si tu as d'un côté 300 millions d'Américains et de l'autre côté 1,4 milliard de Chinois et 1, quelque chose milliard d'Indiens, il y a bien un moment où leurs économies, elles vont commencer à reprendre du souffle. Donc, je crois que ce qui se passe à un niveau plus global, en fait, c'est que le centre de gravité du monde, il est en train de pivoter vers l'Asie et qu'il faut s'intéresser à cette région du monde et avoir un respect infini, notamment en termes industriels et technologiques, parce que ce sont des gens extrêmement forts. Un autre point, c'est qu'en fait, la plupart des grands CEO des très grandes boîtes américaines, ils sont originaires d'Inde. Donc, il ne faut pas les prendre à la légère. Ce qu'on a pour nous en Europe, c'est qu'on a évidemment d'excellentes universités, on forme de super chercheurs, mais encore une fois, notre avantage compétitif, il va peut-être un peu fondre parce qu'avec mon intuition, c'est qu'avec les progrès faits par l'intelligence artificielle, la manière de faire de la recherche, elle va évoluer. Donc, Tu as vu que Microsoft, ils ont viré 7000 employés? ouais, bah, bien sûr. Et ils n'engagent plus personne, hein. Ce n'est pas uniquement qu'ils virent. Parce que si tu veux, dans les licenciements précédents, ça arrive, hein. Mettons, pour expliquer, tu as une boîte qui a 1 millier de personnes que tu as recrutées comme ça au fil de l'eau, puis soit tes besoins ils changent un peu, soit bah, quand on recrute des gens, on se trompe. En fait, les gens qui te rejoignent, des fois se trompent, des fois toi tu te trompes, etc. etc. Donc, en fait, de temps en temps, tu es obligé de restructurer les choses. Ce n'est pas uniquement par intérêt des profits. Parfois, et ça, ce sont évidemment les mauvais qui le font comme ça, mais parfois, tu es obligé de restructurer parce que il faut amener du changement et
tu dois diminuer tes coûts. Donc, parfois, tu n'as pas le choix. Vas-y. Eux, ils ont dit que c'était pour des raisons pas du tout économiques, mais industry standards, je ne sais pas comment dire en français, enfin les standards de l'industrie, quoi. Toute la tech, ils sont en train de virer, et puis donc eux, ils le font. Et puis, à cause de l'IA en partie. Ouais, non, mais là, le communiqué de presse d'une boîte qui fait des licenciements, oublie, hein, c'est même pas la peine de le lire. J'entends ça, c'est rédigé par la com et c'est revu par les avocats. Et puis après, c'est revu par les mecs qui gèrent les analystes financiers. Donc en fait, il n'y a aucune valeur dans un communiqué de presse comme ça. Ce qui est en train de se passer en fait partout, c'est que en gros, peut-être je peux expliquer les bits et les atomes. En fait, c'est un schéma que j'utilise en fait dans beaucoup d'accompagnements qu'on fait. En fait, si vous voulez savoir si votre entreprise elle est en danger à cause de l'IA, c'est un peu bourrin, mais ça fonctionne bien pour comprendre en fait à quel niveau on est. Imaginez un feu rouge sur la route. Donc, il y a un feu rouge, un feu orange, un feu vert. En fait, si vous êtes sanitaire ou vous mettez des tuiles sur un toit, donc vous travaillez dans les atomes, donc vous travaillez avec des choses, vous fabriquez des tables, vous êtes relativement en sécurité parce que vous fabriquez de vrais trucs physiques, etc., etc. Donc, le fait que l'intelligence artificielle devienne puissante, abondante et bon marché, ça ne vous menace pas tellement. Vous allez faire des économies pour tenir votre compta et faire du marketing. Donc, c'est une bonne nouvelle. Après, si vous êtes dans le feu rouge, ça, c'est si vous êtes dans les bits, ça veut dire que vous ne faites que de manipuler de l'information. Un exemple, c'est un traducteur. Tu travailles tout seul à la maison, tu traduis du farsi en français. Voilà, ChatGPT le fait super bien, tu n'as plus de job. Enfin, c'est un peu exagéré de le dire comme ça, c'est évidemment faux, mais il y a une automatisation de ça avec les technologies liées à l'intelligence artificielle, qui est pas les gens vont faire autre chose, c'est pas la fin du monde. Mais là, en termes d'entreprise ou d'activité rémunérée, c'est chaud. Puis après, il y a le feu orange, c'est les bits et les atomes. Donc, en fait, une partie de ton métier, c'est de travailler de l'information et de la transformer. Ça va totalement changer. Et puis, une autre partie, c'est d'être en lien avec les atomes, très souvent des gens. Alors, dans cette catégorie, on peut citer les médecins, les avocats, les consultants, les comptables. Et si on prend par exemple les comptables, c'est un domaine que je connais assez bien. En fait, les comptables, ils ont en fait deux missions. D'un côté, ils doivent manipuler de l'information parce qu'ils doivent faire tes comptes, d'accord? Et ça, c'est en train de s'automatiser à la vitesse ultra méga grand V. Donc, toute cette partie de gestion de l'information, ça va de recueillir les documents, traiter les documents, demander aux clients les documents manquants, etc., 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 jusqu'au fait de produire des comptes ou même l'annexe au compte. J'ai fait ça avec un client. Les annexes au compte, en fait, tu fais clic, boum, et puis elles sont là. C'est fait. Par contre, ce qui demeure, c'est en fait, si toi, tu es mon comptable, il faut qu'on ait une relation de confiance parce que tu vas pouvoir m'aiguiller sur la manière de mieux gérer cette société. Tu vas pouvoir contrôler ce que l'IA sort. Moi, je ne suis pas à tout le niveau pour dire oui, en voyant ce que je vois sur l'expérience, je sens que c'est OK et que ça tient la route. Moi, si la machine me dit un truc, je ne suis pas OK, ça doit être juste. Donc, les comptables avec beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, une grande pratique, en fait, ils sont complètement en sécurité. Mais la partie de fabriquer les comptes, elle est en train on va dire, de disparaître, quoi. Et à terme, les clients, ils sont encore d'accord de payer, mais à terme, ils vont dire non, mais moi, ça, c'est un truc qui prend 3 minutes, je vais le faire avec ChatGPT, puis vous vérifierez mes comptes à la fin. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc voilà, il n'y a pas de miracle. Mais par contre, un très bon comptable ou un très bon banquier ou un très bon médecin ou un très bon avocat, il y a un moment où tu devras dialoguer avec lui pour comprendre quelle est l'attitude à adopter. Typiquement, le comptable, il va te dire non, mais prends pas un prêt bancaire, fais plutôt comme si diminue tes coûts. Tu vois, des choses comme ça. Imaginons que ChatGPT soit capable de faire un diagnostic absolument parfait. Tu lui donnes tes résultats d'échantillons de sang, etc., etc. Tu lui parles. Et en fait, il fait une anamnèse complète et il arrive à un super diagnostic. Oui, mais si le résultat, c'est qu'en fait, tu as le choix entre te couper la jambe ou pas te couper la jambe, je ne pense pas que tu vas prendre cette décision avec ChatGPT. C'est peut-être sympa de parler avec quelqu'un qui a de l'expérience, du bon sens,
un sens du moment, etc., etc., puis qui va t'aider en fait à gérer tes émotions, à comprendre ce qui t'arrive, à accepter ce qu'il convient d'accepter parce qu'on peut d'aventure le changer, et puis à te battre pour ce qui vaut la peine d'être combattu. Tu vois, c'est là que le lien avec l'humain est important. Un peu idem pour les avocats. Tout ce qui consiste de réceptionner les pièces, d'analyser le dossier, de faire une stratégie, ben voilà, on ne trahit pas un grand secret en disant que toute cette partie de manipulation des bits, eh ben voilà, c'est froid. Mais par contre, quand tu te fais attaquer par quelqu'un ou que tu veux réparer un tort, tu penses avoir subi un tort et tu veux faire appel à la justice pour obtenir réparation, bah, je pense qu'il est absolument indispensable et c'est bien évident que ça va demeurer. Tu vas t'adresser à un avocat qui va de nouveau faire preuve de calme, de bon sens, qui va regarder ce que la machine sort, qui va contrôler déjà la validité de cette chose, mais en plus qui va t'aider à adopter la bonne stratégie. D'accord? Ouais. Donc, les bits, ben, faut se recycler, il faut faire autre chose. Les bits et les atomes, il faut évoluer à la vitesse grand V parce que c'est en train de changer la chaîne de valeur et les modèles d'affaires à la vitesse grand V. Et puis, si vous avez fait un CFC de sanitaire, ben, c'est tant mieux, ou que vous êtes peintre, ben, en fait, vous êtes en sécurité. Vous pouvez faire des gains de productivité, mais il n'y a pas de danger, je dirais, immédiat. Ouais, je te remercie pour, euh, pour ce petit rappel. Je pense que c'est bien, en tout cas pour les gens. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils puissent se situer pour ceux qui pensent Ouais. changer de carrière ou qui sont un petit peu dans le doute. C'est bien de leur dire la vérité. Et puis, Ouais. c'est toujours intéressant d'avoir, tu vois, de worst case scénario. Donc, tu te retrouves dans les atomes, au moins tu es protégé. Et puis, Bah, si ça continue comme ça, au moins, bah, tu as un peu future-proof, quoi. ouais. Beaucoup plus que si tu es traducteur, par exemple. Ouais, 100%. 100%. Bon, on le voit comme des boîtes comme Microsoft hein, qui Alors, ont du mal. Et on- pour ceux on- qui sont dans les atomes comme Airbus, eh ben, potentiellement qui vont encore ouais. plus Bah, délocaliser en Chine et en Inde à cause des régulations, à cause des taxes et de toute cette paperasse, quoi. alors, peut-être juste pour revenir sur Microsoft, il faut voir en fait les ordres de grandeur. L'ordre de grandeur d'une boîte comme Microsoft, ils ont quoi, 100 et quelques mille employés ou 200 000? Je crois que c'est 230, un truc comme Voilà, ça. 230 000 employés. Je ne sais pas si vous voyez le chaos que c'est d'avoir 230 000 personnes. Moi, je n'ai jamais expérimenté ça, mais c'est une dinguerie, c'est une ville. Donc, en fait, une entreprise, elle fonctionne comment? Ben, elle résout un problème, elle fait quelque chose dont les gens ont envie ou besoin. En l'occurrence, Microsoft, ils font des logiciels, Word, Excel, PowerPoint, etc. Et ben, ça consiste à quoi? Ça consiste à… Ils sont dans le feu rouge. Hein. En fait, ils sont dans le business de la transformation des bits. En fait, ils savent qu'en fait, les gens veulent écrire des textes, donc ils ont l'idée de faire Word. Ils font un programme informatique et puis ils te vendent une licence pour l'utiliser. Je simplifie, mais en gros, ils prennent des infos, ils les interprètent, ils transfèrent ça en code, ta. Et maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que toute cette partie en fait de transformation de l'informationnel, en fait, non seulement elle est beaucoup plus facile à faire pour tout le monde. Donc, ils ont des nouveaux entrants qui leur font de la compétition. Mais en plus de ça, à l'interne, ils vont plutôt être 2000 que 200 000. Ouais, clair. C'est Clair. évident. Donc, en fait, C'est 3%, hein. Tu te rends compte? C'est 3% mais sur moi, je 230 pense que 000 c'est le en un début coup. du. Tu te rends C'est le compte? début du. Virer 3% en une journée de ta Ouais, boîte. ouais. Ça Mais veut dire moi, tout ce que ça cascade, tu vois, ouais. sur la productivité, etc. Donc, s'ils sont capables de faire 3% maintenant, en fait, dans l'absolu, ils peuvent même faire 30-40% demain, quoi. Ben moi, si je devais prendre un pari aujourd'hui, je dirais ils vont diminuer de 10 à 15% par année. Hmm. Parce Ouais, que, comme le Dodge. ouais, mais si tu veux, la différence, c'est qu'une entreprise cotée en bourse, en fait, elle n'a pas une espèce d'immense vocation sociale. En fait, imagine déjà qu'ils doivent gagner des sous. Donc, si tu as 2000 employés plutôt que 200 000,
Le prix de l'action, il augmente. Hein. Pour les shareholders, c'est une très bonne nouvelle. D'autre part, en fait, une entreprise qui est un tout petit peu plus petite en taille, elle est plus facile à piloter parce que c'est beaucoup plus simple. En fait, une entreprise comme Microsoft, c'est un paquebot. Tu tournes la barre, il ne se passe rien. Ils sont trop gros. C'est juste ingérable. Donc, alors, ils ont pour eux qu'ils ont Azure et tout le truc d'hébergement, mais s'ils veulent la partie, on fabrique du software, du logiciel et on vous le revend, c'est évident qu'ils vont être beaucoup moins nombreux parce que c'est beaucoup plus facile d'amener de l'innovation si tu as des teams plus petits. Puis maintenant qu'en fait, ces gens, ils sont AI enhanced, donc qui sont plus puissants grâce à l'IA, c'est absolument clair pour moi que c'est le chemin qu'ils vont prendre. Ils doivent être en train de faire des plans de dingo pour essayer de comprendre comment ils vont faire ça. Parce que passer de 200 000 à 2000, hein, je ne te dis pas l'exercice de haute voltige que je pense les chances que la boîte meure sont importantes. D'un autre côté, si tu ne le fais pas et puis que tu as de nouveaux entrants comme Notion ou d'autres ou Glue, qui sont AI first, donc qui sont nés dans une époque technologique différente. Les mecs, Telegram, on donne toujours cet exemple, ils sont 30, ils ont 1 milliard de clients. C'est quand même pas mal. Et si tu prends ce facteur d'échelle et puis par produit qui a 1 milliard de clients chez Microsoft, tu n'as plus que 30 personnes. Je ne suis même pas sûr que tu aies besoin de 2000 personnes, tu vois. Mais ça va être la même chose prenons un autre exemple en Suisse, les assurances maladie. On peut discuter. Que fait une assurance maladie? Il traite de l'information. Ah oui, 90% des infos, tu peux les automatiser, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, ils seront bien en mal de le faire parce qu'en fait, ce sont des sociétés qui sont basées sur les processus et puis pas sur le but à atteindre. Hein. Quand on fabrique un truc à client, en fait, on a plus besoin de se préoccuper du processus. On lui dit, voilà, en fait, l'objectif à atteindre et puis on le fait travailler. Et en fait, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a plus besoin ou de place pour des humains dans ce contexte, mais c'est une question de facteur d'échelle. Si tu penses à une entreprise comme le groupe Mutuel, qui est un assureur maladie, je serais curieux de voir si en fait on ne pourrait pas passer de 3000 à 300. Et puis, ce n'est pas du tout pour embêter les gens des assurances maladie ou qui travaillent là-bas que je dis ça, mais en fait, la santé, ça coûte cher, ça augmente chaque année. En fait, il faudra bien trouver des moyens de mettre les sous pour soigner les gens plutôt que de payer une gestion administrative un peu stérile. Et du coup, si tu peux avoir 300 personnes plutôt que 3000, c'est probablement pas une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour les 2700 qui partent, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour la grande majorité des gens, à savoir les assurés. Donc, on est en fait au tout début de ce tsunami et d'une mutation qui est absolument dingue, où en fait, tout ce qui est du monde du traitement de l'information change, mais de manière radicale. Ce n'est pas du tout une transformation, c'est un autre monde. Peut-être on peut faire une analogie cuisinaire, puisqu'on aime manger. Tu cuisines, toi, d'ailleurs? Un petit peu. Ok. Plus les burgers. Ok. Burger. All right. Burger, à la maison, quand on fait des burgers, c'est la fête. Hein. Ah ouais. Ah bah bien sûr. Moi aussi, avec les enfants, on aime trop ça. Les burgers, c'est la vie. Alors, l'analogie culinaire, c'est jusqu'à maintenant, c'est avant, après IA, hein, c'est un peu comme si on avait inventé le feu. Imagine qu'on soit dans une grotte, on vient de chasser le mammouth, on a un peu de viande, c'est trop cool, pas de frigo, pas de feu. Waouh, c'est pas simple, quoi. Tu vois, donc il faut vite manger de la viande crue, ça fait des maladies, machin, c'est pas ça. Et tout d'un coup, on invente le feu, on a des marmites, et puis on peut commencer à mettre des petits légumes, à faire bouillir le tout. Ça commence à être pas mal. En fait, l'avènement du tsunami de l'intelligence artificielle, je pense que c'est tout à fait similaire dans sa nature à l'invention du feu et du frigo pour la nourriture. Ça change la gastronomie, l'espérance de vie. Ça aura des conséquences. Ce ne sont pas des conséquences qu'on peut évaluer aujourd'hui. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est si vous posez des panneaux solaires, vous êtes
nettement plus en sécurité que si vous interprétez uniquement de l'information. Ça, c'est sûr. Mais tout ce qui concerne le traitement de l'information, c'est en train de changer, mais de manière absolument radicale. Et un rythme, mais qui est complètement hallucinant. Vas-y. Non, et justement, enfin, ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est que là, tu as une opportunité avec l'IA qui peut changer toutes les choses. Oui. Mais d'un côté, bah, tu as l'IA Act que tu peux pas, voilà, tu peux pas développer ou faire de l'IA en Europe. Tu as tout ce qui est taxes, tout ce qui est paperasse. Il disait que pour décarboner, il faut 14 milliards d'euros et que l'État allait en prendre une partie, mais au final, ils pull back et ils vont pas faire leur part du marché. Et que tu as cette convergence que tous les PDG, Renault, Michelin, Airbus, te disent que ça devient très, très compliqué de faire du business en Europe. Et là, c'est la première fois que quelqu'un parle de l'IA. Et ça fait flipper, en fait. C'est que tu te dis, si on loupe ce virage, ce coche, et encore une fois, je ne pense pas que ces sociétés vont disparaître, mais elles vont délocaliser les emplois. C'est surtout les sociétés de demain. Parce que si tu veux, imagine une petite société qui fait de l'IA qui serait basée à Bordeaux, Nantes ou Toulouse. Ben voilà, tu as un contrat avec Airbus, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Tu vois? Et puis Airbus, ce sont des industriels intelligents. C'est-à-dire qu'ils parlaient d'ailleurs dans la vidéo d'écosystèmes de fournisseurs. C'est-à-dire qu'ils savent en fait nourrir. C'est comme un jardin. Hein. Tu nourris plusieurs fournisseurs. Un ici, un là, tu fais en sorte qu'il y ait une espèce de saine concurrence. C'est des choses qu'ils ont appris à faire sur les années. Je me rappelle, au Poly, on avait un prof, c'était le professeur Figour, un mec incroyable. Il avait dirigé la production chez Renault. Ok. Non, mais le gars, une star. Hein. Alors, c'était l'époque, hein, mais il fumait des Gauloises sans filtre pendant qu'il donnait le cours. Mais non. Ouais. Autre époque. Et en fait, le mec était extraordinaire parce qu'il avait une immense expérience de la production. Et en fait, il nous expliquait, ben voilà, tu fabriques des voitures en grande série, voilà comment tu fais, etc. Puis il expliquait tout ça. Et ce qu'il faut pas du tout négliger, si tu veux, c'est qu'en fait, quand on ne fabrique plus les choses, en fait, on ne comprend plus trop bien le monde dans lequel on vit. Et le problème avec l'IA, c'est qu'en fait, ça va tellement changer nos sociétés, qui sont quand même des sociétés où un emploi sur deux, en tout cas en Suisse, c'est le tertiaire. D'accord? Oui. Là, les gens qui vont se faire disrupter par l'IA, c'est les gens qui travaillent assis. Peut-être c'est une autre manière de le dire. Comme nous, quoi. Mais on va être les premiers, en plus, on fait la promotion de l'IA, bien sûr, les premiers à sauter. Younes, on est foutus. Non, on n'est pas foutus. Mais je veux dire, si vous travaillez majoritairement assis à tourner des feuilles de papier, ben, faut se mobiliser. Et il faut pas négliger ça. Et moi, c'est ça qui m'effraie tellement, c'est qu'en fait, on croit en fait qu'on va simplement aller chercher la technologie ailleurs ou on doit se protéger des risques, mais il y a un risque à ne pas s'y mettre. Un risque colossal. N'est-ce pas? Tu as vu qu'il y avait une boîte, même les managers, hein, pour ça, il y avait une boîte en Chine qui avait mis une IA en tant que CEO. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que je fournis aux clients, en fait. On fait ce EliteBrain.ai, c'est un co-CEO, c'est une entité avec laquelle tu causes, qui a accès à toutes les informations de l'entreprise, puis qui t'aide à gérer la boîte. Mais moi, j'ai fait le produit dont j'aurais rêvé comme CEO. Ouais. Parce que la vérité, en fait, ça, les gens ne le savent pas, puis je trahis un peu un secret, mais en fait, quand les gens dirigent une entreprise, ils passent un temps considérable à essayer de savoir ce qui se passe. En fait, tu ne sais pas. Alors, mais bien sûr que non. Si tu veux, dans une entreprise, en fait, qui a une certaine taille, si tu es deux, bon, ben voilà, tu vois, c'est pas bon. Tu as moins ce problème. Ou si tu es seul, par exemple, c'est si tu te mens à toi-même. Mais imagine que tu as une centaine de personnes. Ben, tu essayes d'avoir une culture du feedback, que les gens soient honnêtes, il ne faut jamais don't shoot the messenger, donc il faut pas critiquer la personne qui t'amène une mauvaise nouvelle, parce que sinon on t'amène plus que des bonnes nouvelles, etc. C'est d'ailleurs un problème pour les autocrates ou les dictateurs, parce qu'au bout d'un moment, imagine Kim Jong-un, tu lui amènes une mauvaise nouvelle, on ne te retrouve pas, ben, il a plus jamais de mauvaises nouvelles, il sait jamais ce qui se passe, donc c'est souvent ça qui les perd, tant mieux. Mais le point dans une entreprise, tu essayes avec la culture, etc., de faire en sorte que les bonnes infos remontent, mais tu ne peux pas tout savoir sur tout, tu vois. Donc, en fait, tu comptes sur des gens, en fait, pour filtrer ces choses et puis t'amener les bonnes choses. Mais maintenant, imagine que
tu fasses des logiciels, tu as un customer support, donc des gens qui répondent au téléphone, et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, mais tu ne sais pas trop quoi. Alors, tu discutes avec ta responsable du service client, puis tu lui dis, mais il n'y a rien qui s'affiche, tout va bien, mais est-ce que cette dernière modification qu'on a fait, elle n'est pas problématique? Tu le sais pas, tu le sens, tu vois, tu as de l'expérience, mais tu le sais pas encore. Ben, cette personne, en fait, elle va te dire, ah ben, très bien, je prends bonne note. Et puis, elle va te faire un rapport, et puis tu l'auras au mieux la semaine suivante, si elle part pas en vacances. Donc, ça veut dire que tu dois, toi, repérer le truc, te demander si c'est un truc pertinent. Tu ne peux pas avoir des discussions surtout comme un grand parano, etc., etc. Donc, en fait, il faut passer du temps à essayer d'être informé de la bonne chose. Tu peux aussi t'informer en allant à des conférences, en parlant avec d'autres personnes à l'extérieur de l'entreprise. Mais c'est un boulot considérable d'essayer de savoir ce qui se passe vraiment, pas juste les rapports internes que tu produis. Tu vois, ça, c'est le bullshit corporate, mais c'est la réalité. Parce que plus tôt tu sais ce qui va pas, ce qui va bien, où ça va pas, pourquoi ça va pas, plus tôt tu peux analyser, essayer de remettre les choses en ordre. Alors, le point, c'est que la réalité, c'est que quand on était dans un monde du papier, eh ben, voilà, tu as des tas de papiers, puis ça monte les étages, puis tout d'un coup, ça t'arrive, c'est compliqué. Et du coup, le fait d'avoir accès à l'information en temps réel, de manière synthétisée, et surtout de pouvoir poser des questions. On faisait des tableaux de bord pour les chefs d'entreprise ou les CFO. Mais bon, c'est comme dans un avion, quoi. Tu as l'altimètre, ou dans une voiture, tu as le compteur de vitesse, le compte-tour. Bah, maintenant, le compte-tour a disparu avec les voitures électriques, tu as le GPS, etc. Tu as 2-3 infos qui sont toujours au même endroit. Mais de temps en temps, en fait, tu devrais pouvoir discuter. La prochaine étape dans les voitures, tu pourras dire, mais est-ce qu'il faut, j'aimerais bien avoir un peu plus de charge, trouve-moi un chargeur avant qu'on arrive là-bas, et Puis là, la voiture, elle te dit, ouais, mais bon, ça vous fait un détour d'une demi-heure. Tu dis, non, mais c'est OK pour moi. Tu vois, tu peux tout d'un coup dialoguer avec l'information contextualisée qui t'intéresse. Et ça, en fait, dans une entreprise, c'est une libération fantastique. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de manager les choses de manière différente. Mais souvent, en fait, avec l'entièreté de nos clients, en fait, on doit les aider en fait à adopter une culture digitale, à comprendre ce que c'est l'IA, parce qu'il faut réinventer l'organisation, savoir qui tu vas mettre en avant, quel profil tu auras moins besoin, comment tu upskills les gens, comment tu fais de ce changement un truc un peu joyeux. Mais je peux te dire que chez Microsoft, moi, je n'ai pas d'infos d'insider, hein, mais une société qui n'est pas née dans l'IA, et qui fait que de transformer de l'information, à part Microsoft Azure, c'est que ça que fait Microsoft, elle est au-devant d'un changement, mais galactique. Galactique. Ouais. Il le disait, Satya Nadella, ils ont à peu près pour 2025 80 milliards pour la recherche et le développement et pour innover. Hein. Non, mais moi je te parle de la réorganisation qu'ils vont devoir faire. Ah oui, justement, enfin, ils vont réorganiser, puis ils ont les moyens pour développer des produits à l'interne pour remplacer les personnes, quoi. Mais tu vois, il y a une analogie un peu vaseuse qu'on peut se risquer à faire. En fait, les mammouths laineux, qui étaient des animaux énormes, en fait, ils ont disparu. En fait, souvent, quand il y a tu sais, extension level event, tu sais, quand il y a une météorite qui tape, quand tu as un organisme qui est très, très grand, en fait, il disparaît plus vite que les tout petits, que les blattes ou que les petits organismes. Une partie de la raison, c'est qu'en fait, les très, très grands, ils sont moins nombreux. Donc, voilà. Et puis, de s'adapter quand tu es énorme, c'est beaucoup plus dur. Et ça, on peut aussi le dire aux auditeurs. En fait, les gens qui dirigent de très grandes entreprises, en fait, ils ont des qualités énormes, etc. Ils bossent comme des dingues, mais ils sont la plupart du temps extrêmement brillants. Mais c'est très difficile, en fait, de faire changer les choses quand tu as énormément de monde. Tu vois, 200 000 personnes, tu ne les réunis pas dans la cafétéria. Hein. D'où le cri, le coup de gueule de Forêt, quoi, par rapport à Airbus. Bah oui. Donc, quand tu as l'IA, tu as cette opportunité, mais aussi cette menace, puis après, tu as le gouvernement, l'UE, qui se met contre toi, tu te dis, c'est quand même flippant, surtout que tu sens le souffle chinois sur ton cou aussi qui arrive. Donc, mais c'est même pas, je pense pas que les gouvernements européens, appelons-les comme ça, ils se mettent contre Airbus. Au contraire, c'est une réussite fantastique du continent européen. Mais je pense que ce qui inquiète les dirigeants européens, c'est qu'ils sentent très bien qu'en fait, la classe politique, en tout cas une grande partie de la classe politique, elle est complètement détachée du réel. En fait, ces mecs, ce sont des
discoureurs professionnels. Ils pensent qu'en fait, dire quelque chose, c'est avoir un impact sur le réel. C'est pas vrai. Quand tu dois visser des boulons sur une porte d'avion, c'est pas l'intention qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir serré le boulon. Et en fait, moi, je trouve ça très inquiétant parce que d'avoir des élites dirigeantes à qui on délègue en fait la bonne gestion des affaires publiques, ça requiert quand même de mettre les doigts dans la prise de temps en temps et d'être au contact du réel. Alors, encore une fois, le côté positif, c'est qu'ils font des interviews, des dialogues avec ces chefs d'entreprise, mais je n'ai pas le sentiment, dans le ton et la manière de poser des questions, qui se rapprochent du réel. Au contraire, en fait, ils ont les politiciens français sont extraordinaires. Les entendre parler, c'est un délice. Je pense qu'ils devrait forcer à les mettre en stage pendant une année ou deux dans des grands groupes industriels, justement pour comprendre ce que c'est les régulations, enfin la surrégulation, je suis pas etc. sûr. Parce que, moi, je suis comme tu dis, s'ils ont fait l'ENA, ils ont passé, ils passent de l'ENA directement à créer des policies, à drafter des trucs, ils n'ont aucune notion. Non, alors malheureusement, alors bien sûr que c'est toujours bien de faire un stage chez Carrefour pendant une année pour comprendre un peu mieux la vie, mais chez Carrefour, chez Airbus ou chez Renault ou chez Michelin, non, parce que si tu sors de l'ENA puis que tu vas chez Airbus, tu passes de salon feutré en avion privé. Hein. Faut pas croire. Justement, tu les mets sur une ligne de production ou tu les mets au compliance ou au légal, enfin des choses. Ils ne le font pas. Ouais. En fait, il faut nettoyer la vaisselle. Comme ils font les écoles hôtelières. Tu arrives à l'école hôtelière, pendant une année, tu dois passer la serpillière, servir tes collègues, etc. C'est juste. Justement pour te. Je pense que c'est fondamental. En fait, il y a des apprentissages qui viennent pas en fait uniquement de l'intellect. Et puis, je pense qu'il y a un autre truc qui est dangereux. En fait, c'est Emmanuel Todd qui disait ça. C'est qu'en fait, si on regarde historiquement en fait le nombre de gens qui ont fait des études qu'on appelle à tort, à mon avis, supérieures. Et Todd, il dit, voilà, au départ, un gars comme Victor Hugo, si tu veux, qui est quand même le patron, Victor Hugo, il connaissait pas tant de ces gens qui avaient du verbe. Donc, il allait au bistrot du coin, il parlait avec les ouvriers, etc., etc. Il était, par nécessité, au contact du monde. Il y avait les élites très éduquées, c'était un tout petit morceau. Donc, en fait, quand c'est un tout petit morceau, tu restes dans la vraie vie, tu es en contact avec le réel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a en partie écrit ce qu'il a écrit, je pense. C'est parce qu'il côtoyait le réel comme une nécessité. Et il n'était pas à l'abri. Enfin, bref. Donc, voilà. Mais maintenant, comme dans les pays développés ou les économies avancées, tu as à peu près 30% des gens qui font des études dites supérieures. D'accord ? 30% de la population, c'est un entre-soi. On peut vivre entre nous. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de te mêler. C'est pour ça que le foot, c'est si important. Parce que là, il y a un grand brassage. C'est pour ça que le service militaire, le service civil, c'est important parce que c'est un brassage. Mixité sociale. Ouais, tu sors de ton truc. Moi, quand j'ai fait l'armée, j'étais tout surpris de constater que tout le monde n'avait pas le bac. Tu vois ? Faut dire que j'étais pas dans une troupe de génie, hein, mais n'empêche que tu mets les doigts dans la prise, tu es au contact avec le réel, la réalité, et tu en apprends beaucoup en fait, sur toi, déjà sur le monde, mais surtout sur toi-même. Et surtout, ce que tu apprends, c'est que tu sais pas grand-chose. Non, mais on peut pas raconter des histoires, des anecdotes liées à l'armée parce que c'est trop ennuyeux. Ça me les brise, moi, quand les gens le font, donc je le ferai pas. Mais ce sont des occasions, en fait, tôt dans la vie de se mêler au monde. Il y a le sport, ça, je pense que c'est vraiment le truc super bien. C'est pour ça que c'est aussi précieux. Mais le vrai problème, c'est qu'en fait, il suffit pas d'un stage de 6 mois comme sortant de l'ENA. J'y crois pas une seconde. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Okay. Avant qu'on ait un nouveau problème technique. J'aime trop ton analogie. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est tout bon. Pascal. Ciao. T'es le meilleur. Toi aussi. Change pas. À tout vite. Ciao.